bonjour Séverine. Bonjour Marine, bonjour tout le monde. Euh, Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour participer donc à cette université théâtrale relative au jeune bureau. Laurent Mulaisen va nous rejoindre dans quelques instants. Laurent Mulaisen, c'est le conseiller littéraire de la Comédie Française, dramaturge également sur certains spectacles. Et Laurent Mulaisen, là, pour votre information, est en audition. Il auditionne les futurs académiciens, metteurs en scène, dramaturges de la Comédie Française, aux côtés d'Éric Ruff. Donc, il nous rejoint incessamment sous peu. Séverine Daucourt, pour te présenter en quelques mots, tu es poète. Tu es également membre du comité de lecture de la Comédie Française, membre également du bureau des lectures de la Comédie Française, et tu es la poète qui intervient, qui anime au sein du jeune bureau les ateliers d'écriture. Peut-être comme première question assez générale, comment définirais-tu ce jeune bureau et quelles en sont pour toi les particularités au regard d'autres types d'ateliers qu'on peut voir fleurir ici et là à Paris? Alors, ce qui peut-être fait le point de convergence de tout ce qui tourne autour de cet atelier, ce sont les mots que dans ce jeune bureau, on aborde par tous les axes, par tous les angles, de la lecture à la mise en voix, en passant par l'écriture, en passant par l'exploration de la langue. On essaye de traverser chacun de notre place, Laurent d'un point de vue de dramaturge, moi d'un point de vue de poète, vous, Adèle et Marine, d'un point de vue plus on va dire, de médiation, d'action, d'ouverture vers ce qui se passe. On essaye de jouer avec les mots sous tous leurs aspects pendant presque un an. Ce que je trouve spécifique à ce dispositif, c'est justement la possibilité de faire la traversée dans l'intégralité, c'est-à-dire de vraiment partir des textes, partir de lecture pour inciter à créer, puis de créer, en l'occurrence d'écrire, pour donner envie d'incarner, puis d'incarner en travaillant la mise en voix et de remettre en lice le texte une ultime fois sur le plateau, quoi, sans pour autant faire du théâtre. Mais ça, on a assez rarement l'occasion de le faire en atelier d'écriture, en tout cas, c'est-à-dire d'aller vraiment du début à la fin de ce temps du texte. Souvent, on part de la lecture, on va jusqu'à l'écriture, et puis on s'arrête là, on finit au mieux avec une publication, ou voire avec rien, avec une suspension. Là, on part de la lecture, on traverse l'écriture, on incarne, on traverse tous les temps d'un texte, aussi en rencontrant sur le chemin toutes les activités qui gravitent autour des mots, toutes les professions possibles autour de la langue, enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment la spécificité de ce dispositif, c'est le prisme complètement enfin, une espèce de multifocal qu'on a comme ça sur les mots. Et concrètement, comment se passent ces ateliers au fil de l'année? Est-ce que tu peux nous expliquer, Séverine, comment c'est organisé, ce lien notamment avec la lecture et l'écriture? Ouais. Alors, je peux vous expliquer comment c'est conçu et comment, dans l'idéal, c'est pensé. Après, dans la réalité, on n'est pas forcément tout à fait dans ce qu'on avait prévu. Au départ, on s'était dit qu'on commencerait d'une certaine manière par un texte lu, c'est-à-dire en fonction des textes proposés par Laurent Mulaisen dans les ateliers de dramaturgie, on tirerait des fils, des pistes, des, des espèces d'inspiration comme ça pour écrire.
En définitive, je m'écarte assez souvent de ça, c'est-à-dire que le lien entre le travail de lecture qu'on peut faire avec Laurent et les ateliers d'écriture, il existe toujours, mais il est plus ou moins distendu. Enfin, je me suis accordé au fil du temps pas mal de liberté pour aussi écrire parfois en dehors des thématiques abordées dans nos lectures ou des choses, et puis pour laisser faire un petit peu les liens qui se trament malgré tout entre les deux types d'ateliers, mais les laisser faire un peu plus librement. Euh, donc ça s'articule d'une manière, bah, je ne sais pas, très empirique. C'est un peu au fil du temps qu'on voit comment on va à la rencontre des textes qu'on a lus, des textes qu'on a vus, euh, comment aussi, on n'a pas la même fréquence d'ateliers. Donc, moi, j'ai les ateliers d'écriture beaucoup plus souvent, en fait, que Laurent a les ateliers de dramaturgie. Donc, c'est pas en miroir, c'est vraiment des incursions ou des parenthèses que j'ouvre, que je referme pas toujours. Enfin, voilà, en partant des textes écrits ou des pièces lues ou de thématiques que moi, je vais aller ressaisir en invitant pour le coup d'autres auteurs, alors pas en présence physique, mais je veux dire en profitant aussi des prétextes des lectures dramatiques pour ouvrir sur des lectures poétiques, par exemple. J'en profite pour faire connaître aussi un peu les auteurs de poésie contemporaine qui ne sont pas très visibles en France. Et justement, je voudrais rebondir le temps que les étudiants posent des questions dans le chat et qu'on leur donne la parole. Euh, la question que je voulais te poser, c'est ces ateliers, ce jeune bureau se tient à la Comédie Française, qui est un théâtre de spectacles vivants qui porte un répertoire. L'une des particularités, c'est aussi d'avoir fait appel, me semble-t-il, à une poète, en l'occurrence toi, Séverine. Je voulais savoir comment tu reliais la question de la poésie à l'écriture théâtrale et ce que toi, tu trouvais d'intéressant en tant que poète dans cette écriture théâtrale, justement, écriture théâtrale donc, que travaille Laurent Mühlhausen auprès des jeunes. Alors, je relis toutes les écritures finalement entre elles parce que ces questions de genre sont des frontières voilà, qui existent dans les rayons de bibliothèques, de librairies. Et en même temps, quand on écrit, on écrit, c'est-à-dire que ce qu'on a en commun, c'est la matière même de l'écriture, c'est la langue. Moi, je pars du principe que l'écriture poétique est peut-être celle qui est dégagée de toutes les contraintes, c'est-à-dire on n'a pas justement d'impératif, euh, on n'est pas obligé on ne doit pas avoir une teneur dramatique, on ne doit pas avoir forcément un rapport à la narration très clair, on doit pas. Donc on est dans l'écriture poétique euh, peut-être fondamentalement plus libre que dans l'écriture théâtrale ou dans l'écriture romanesque. Et je pense que quand on fait l'expérience d'écrire de la poésie, telle que j'entends qu'est la poésie, on pourra y revenir, euh, on fait l'expérience d'un détour dans notre rapport aux mots et finalement, on peut, après cette expérience-là, revenir à tout type de lecture ou d'écriture en ayant été enrichi par ce petit déplacement qu'induit l'écriture poétique. Parce que dans l'écriture poétique, on se décolle des normes, on se décolle des carcans habituels. Enfin voilà, dans l'idéal, on se connecte davantage à sa façon d'habiter la langue. Et je pense que ça permet de devenir un lecteur un peu autre ou un auteur un peu autre, voire les deux. Et, et la question du théâtre là-dedans et de l'écriture dramatique, bah, de toute façon, le théâtre part du texte. C'est aussi là où on se rejoint tous, c'est que le théâtre, finalement, moi, ce qui me fascine dans le théâtre, c'est pas tant d'aller au théâtre. Hein. Enfin, je sais pas, faut que j'avoue que j'ai pas été pendant longtemps une très grande spectatrice de théâtre. En revanche,
j'en ai toujours lu. Et ce qui me fascine dans le travail des comédiens ou des metteurs en scène, c'est leur façon de servir le texte. C'était vraiment de partir des mots pour en livrer ce qui, somme toute, est une interprétation, est une lecture, est une façon d'attraper les mots et d'attraper la langue qui est aussi une démarche poétique, c'est-à-dire de fabriquer quelque chose dans l'espace et dans le temps et dans le moment avec du texte. Donc voilà, on se rejoint. Et en même temps, c'est vrai que ce n'était pas la même chose, le fait qu'Éric Ruff est tenu en fait à faire intervenir une poète dans ses ateliers d'écriture auprès de l'Académie. Enfin, c'était pas anodin. C'est-à-dire, c'était vraiment une volonté d'attaquer la matière de la langue, en partant du principe que ça servirait au théâtre. Et, voilà. Je sais pas si j'ai fait le tour, des détours. Bonjour. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. Ok. Alors, j'avais une question un peu générale parce que, enfin, je l'ai mal formulée, mais je voulais savoir si il y avait un profil type que vous recherchez dans ces ateliers, dans le sens où, là où je veux en venir, c'est que j'écris pour mon plaisir personnel, et je suis comédienne et j'apprends à mettre en scène aussi. Et votre atelier m'intéresse particulièrement parce que justement, vous avez mis le mot dessus, je trouve, et j'ai appris au fur et à mesure du travail sur les textes, dans la dramaturgie, etc., qu'il n'y a rien de plus important que de comprendre le travail d'écriture, tout simple, pour voir et pour servir au mieux ce texte. Et donc, ça se traduit donc, dans le jeu et dans la dramaturgie, dans la mise en scène, etc. Et donc, je ne sais pas si votre atelier tend à aller vers ça et peut... Enfin, en gros, si je ne suis pas écrivaine du coup, mais c'est des personnes qui n'ont jamais trop écrit ou peuvent participer à ce genre d'atelier. Voilà. Alors, on n'a pas du tout de profil type du candidat qui serait retenu. On s'interdit complètement d'en avoir, parce que ce qui nous intéresse, c'est aussi la juxtaposition de profils très différents, voire de profils, les gens ne sont pas des profils, mais voilà, de personnes qui peut-être ne se rencontreraient jamais dans la réalité. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce bureau, c'est peut-être la cohabitation de personnalités et de parcours très différents. Il n'y a aucun prérequis du côté de la pratique de l'écriture. Il y a des participants à l'atelier ou des participantes qui écrivent depuis longtemps, d'autres qui n'ont jamais écrit, jamais osé, mais qui en ont eu très envie, d'autres qui viennent plutôt parce que ce sont de grands lecteurs, mais qui comprennent qu'il y a quelque chose à voir quand même avec l'écriture et que ce sera peut-être l'occasion de s'extraire aussi des livres pour aller ailleurs sur une autre page. Mais il n'y a vraiment pas de... Enfin, il n'y a pas de prérequis. Enfin, je me répète, mais c'est pas, on cherche pas du tout. Parce qu'il n'y a pas d'idée non plus de maîtrise dans cet atelier. On s'en fout de maîtriser la langue, je veux dire, on peut venir même si on est nul en orthographe, ou même si on a été très mauvais en français, ou même si on n'est jamais allé au théâtre. À la limite, on peut venir. Ce sera peut-être un peu plus difficile si on n'a jamais ouvert un livre, parce que quand même. Du coup, oui, merci beaucoup. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais voilà, il y a vraiment une ouverture totale. Ça n'aide pas beaucoup les gens à savoir si. Non, mais si, voilà. C'est la motivation, c'est OK. Mais merci beaucoup. D'avoir envie avec son parcours à soi, justement, quel qu'il soit, et avec son affirmation d'aimer les mots, d'avoir envie de venir participer et apporter son regard. Et à la limite, plus il est marginal d'une certaine manière, plus il est original, plus il est étonnant, et plus il y a de chances pour que ça nous interpelle et qu'on se dise tiens. Merci beaucoup. Moi, j'aurais peut-être, je me fais un peu le porte-parole de Laurent Mulaisen.
en attendant qu'il arrive. Pour compléter ce que tu disais, Séverine, j'ajouterais deux choses. La première, comme le disait très justement Séverine, c'est vraiment l'envie et le désir, et que ça entre en résonance d'une manière ou d'une autre avec vous, que ce ne soit pas quelque chose en plus, mais que ça s'inscrive dans un cheminement, me semble-t-il. Et l'autre chose très importante à prendre en considération, c'est que lorsque on lit les lettres de motivation, les CV, ce n'est pas tant les CV que nous regardons que la cohérence et la diversité d'un groupe. Finalement, on constitue plus un groupe de jeunes qu'on ne choisirait des jeunes individuellement. Je ne sais pas si tu partages ce sentiment, Séverine, sur la question du groupe. C'est ce qui est d'ailleurs souvent très, très douloureux pour nous parce que ça nous impose de faire des choix aussi par exclusion et de ne pas retenir parmi les candidats des jeunes gens qui auraient eu toute leur place dans ce bureau. Mais donc, voilà, il y a 18 places et on essaye de travailler un peu en amont. C'est la possible dynamique du groupe et donc de ne pas... Oui, d'équilibrer les profils ou de veiller à un déséquilibre heureux. Donc voilà, c'est vrai que c'est un choix de groupe aussi, au-delà d'un choix d'individu. Donc il y a beaucoup de paramètres qu'on ne maîtrise pas à l'avance. Voilà. Oui, bonjour. Ma question portait justement, vous parliez du groupe, de créer une cohésion de groupe. Moi, je me demandais concrètement dans le déroulé des séances, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on doit faire du travail en amont ou tout se fait sur place? Et une autre question, je pense qui m'intéresse peut-être même davantage, quel texte avez-vous lu, étudié, regardé dans les années précédentes? Voilà, quel genre d'auteur ou si c'est que du texte français ou du texte traduit aussi. Voilà, beaucoup de questions, j'espère que ça va aller. Merci. Juste pour ce qui est du travail en amont, alors il n'y a pas de travail en amont, il y a des lectures en amont des ateliers de dramaturgie. Généralement, c'est 2 pièces à lire tous les 2 mois. 1 mois et demi. 1 mois et demi, voilà. Du côté des ateliers d'écriture, il n'y a pas de travail dans l'entre-deux des séances, si ce n'est m'envoyer le texte, c'est-à-dire le saisir éventuellement, me l'envoyer par mail, que moi je puisse collecter au fil de l'année l'ensemble des textes. Pour ce qui est des auteurs et autrices qu'on découvre, il me semble bien d'attendre peut-être Laurent pour parler de tout ce qui est du côté de la dramaturgie. Juste répondre rapidement que il y a des hommes, des femmes, des Français, des étrangers, des textes en langue française et des textes traduits et des textes classiques et des textes contemporains. On essaye de pérenniser ce panachage au fil du temps. Et puis, moi, je viens dans les ateliers d'écriture avec des textes de poètes et de poétesses vivants et vivantes. C'est un peu le premier critère que j'ai. Bon, je ne m'interdis pas toute incursion du côté des morts, mais en général, j'essaye quand même d'amener des vivants avec moi. Et puis, c'est un peu tous azimuts. Il y en a beaucoup, donc j'aurais du mal à en citer 2 ou 3 plutôt que les autres. Mais voilà, moi, j'apporte des textes des écritures contemporaines d'auteurs et d'autrices vivants et vivantes avec moi, du côté de la poésie. Et puis en revanche, pour les textes étudiés, 12 par an, hein, si je ne me trompe pas, pour les textes de théâtre, on en reparle quand Laurent arrive, parce que je pense qu'il va vous faire une présentation bien plus précise. D'accord, merci beaucoup. Merci. Moi, je rajouterais pour compléter un peu Séverine, il y a à la fois les ateliers d'écriture et les comités de lecture, et il y a aussi toute une partie de participation à la vie de la Comédie Française, c'est-à-dire que les jeunes sont invités à de nombreux spectacles tout au long de la saison.
Donc, que ce soit les créations, même les reprises, parfois certaines répétitions ouvertes au public. Donc voilà, il y a aussi toute cette dimension-là où les jeunes peuvent assister à tout ce qui se passe au sein de la Comédie Française. Voilà. Oui, et cette question aussi de savoir est-ce qu'il y a du travail dans l'entre-deux des ateliers. Alors je sais pas quelle était l'intention derrière la question, si c'était de savoir s'il y avait une charge supplémentaire. Je peux me permettre de vous interrompre. Ma question était orientée sur le fait plutôt de savoir comment s'organise un rendez-vous en groupe. Donc, savoir si c'est un travail individuel ou tout est collectif, plutôt que le travail en amont à faire à la maison ou je sais pas quoi. D'accord, d'accord. Du coup, je comprends pas. Pardon, je vais mieux expliquer. Ma question, c'était plutôt la manière dont le travail est organisé quand on se regroupe. Oui. Si c'est un travail où on est un travail individuel et après on rassemble nos idées, ou c'est tout est collectif. Bah, les ateliers de dramaturgie, c'est vraiment une réflexion en commun autour de textes. Donc là, on est 18 autour de la table et on prend la parole quand on veut, mais c'est vraiment un échange de vues sur un texte. Et les ateliers d'écriture, c'est en principe, c'est une consigne qui est collective, un travail la plupart du temps individuel en atelier, mais qui débouche sur une forme collective. Et certains ateliers sont l'occasion d'écriture collective, d'écriture à deux ou d'écriture en groupe. Mais voilà, le principe de base, c'est quand même une écriture individuelle autour de consignes collectives et de débats collectifs autour de thèmes. Voilà. D'accord, oui, c'est très clair. Merci beaucoup. Désolée pour la question un peu bizarre, mais merci. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez déjà répondu à certaines de mes questions dans la question précédente finalement, mais je me demandais, j'ai compris qu'il y avait des ateliers donc d'écriture et des ateliers de dramaturgie qui sont distincts, mais est-ce que des fois vous faites des ateliers en commun, peut-être plus vers la fin de l'année, et aussi à quoi tendent ces ateliers, est-ce qu'il y a à quoi ressemble le rendu final s'il y en a un? Vous étiez là tout au début Oui. Oui, d'accord. Pour savoir si vous avez entendu tout ce que j'ai pu dire depuis le début. Alors, les ponts entre les ateliers, moi je l'avais un petit peu évoqué au début, ils peuvent être plus ou moins ténus, plus ou moins évidents. Et puis d'une année sur l'autre, je ne sais pas, peut-être que l'an prochain, il va y avoir une pièce qu'on étudie avec Laurent Mulaisen qui va être particulièrement vecteur d'inspiration ou d'invention dans les ateliers d'écriture. Je ne sais pas trop à l'avance, ça dépend un petit peu des textes. Chaque année, en fait, on part sur une piste inconnue, c'est-à-dire chaque année, toute l'expérience est à inventer en fonction justement du groupe, en fonction des textes, en fonction de ce qui se passe dans le monde, en fonction de... Enfin voilà, c'est vrai qu'on n'a pas trop de plans... les étapes ne sont pas prévues. On a une architecture avec ces espaces-là d'écriture, de lecture et de mise en voix. Et c'est peut-être au moment du travail de mise en voix, qui est surtout à la fin de l'année, mais qui commence quand même. Il y a quand même des séances les séances de connexion au corps et à la voix, elles sont quand même mises en place dès le départ, parce que ça aide aussi le groupe à se connaître un peu différemment qu'autour d'une table, que ça aide tout de suite à saisir les enjeux de la présence d'un corps et d'une voix par rapport à un texte, sans être pour autant dans une activité de théâtre. Mais voilà, on travaille déjà avec un comédien tout au début. Et puis à la fin, quand on fait une forme de restitution finalement du parcours, là, on travaille au plateau avec un membre de la troupe, un comédien, un acteur, une actrice de la troupe. Et peut-être que tout ce qu'on a évoqué tout au long de l'année, et dans les ateliers de dramaturgie, et dans toute la conversation qu'on a autour de la langue, enfin, tout cela prend sans doute sens, tu vois, dans ces derniers ateliers avec un comédien où on est dans l'incarnation, où on est dans une joie toute différente, mais où on est encore en train de porter des textes dont on est les auteurs. Enfin voilà, ça se rejoint là. Mais l'objectif, même avec qui on va travailler, comme quel acteur va être
va être avec nous à la fin pour faire la mise en scène. On ne le sait pas du tout en septembre, en octobre, on ne le sait même pas en avril. Là, c'est parce que tout se joue en fonction aussi des emplois du temps de chacun. Donc, il y a une grande invention permanente et adaptation. Et voilà, donc c'est pas... Je ne sais pas si je réponds du coup à ta question, mais les choses finissent par converger, mais on n'a pas eu un plan précis pour que ça soit le cas. Oui, ça répond très bien à ma question. Merci beaucoup. Pour prolonger la remarque, la réponse de Séverine Decour, dire que dans le choix des textes, et c'est pour ça que on lit beaucoup en amont, mais qu'on se laisse une part de liberté dans la programmation également, c'est que oui, on s'appuie sur la programmation de la Comédie Française, notamment pour explorer des textes classiques ou des textes contemporains, parce que la Comédie Française met en scène et des textes classiques et des textes contemporains, et des textes français et des textes étrangers traduits. Et l'idée, c'est vraiment de s'adapter aussi au groupe, de voir comment les attentes de groupes qui peuvent changer d'une année sur l'autre, et de voir aussi en fonction de l'actualité, c'est-à-dire de programmer le jeune bureau en période de confinement. Ce n'est pas la même chose exactement que de le programmer au sortir de la crise sanitaire avec la guerre en Ukraine qui gronde. Et donc, voilà, explorer aussi le théâtre ukrainien contemporain nous a semblé à un moment donné nécessaire. Donc, c'est vrai on accorde une grande importance à l'écoute du groupe et aussi à l'écoute de l'actualité qui est souvent très surprenante, comme vous avez pu le constater ces derniers temps. Bonjour. Donc, ma question portait sur l'influence que la participation à ce bureau peut avoir sur l'orientation des jeunes qui y participent. Est-ce que vous avez une idée si ça modifie leur orientation professionnelle par la suite? Je vous vois qu'à moitié, c'est bizarre. Oui, je ne sais pas, oui, je me vois pas. Bon, moi j'ai votre regard avec les masques, c'est bon, on va faire. Alors c'est une question qu'on s'est pas posée en mettant en place ça, puisque nous l'idée c'était aussi que le bureau soit pas du tout quelque chose, une expérience à insérer dans un CV ou dans un, enfin bien sûr que ça peut l'être, mais voilà, ça n'était pas une formation en tout cas supplémentaire, c'est plutôt c'est vraiment une expérience et comme toute expérience, je pense qu'elle a des effets, qu'elle produit des effets sur les jeunes qu'on côtoie, ce qui est aussi et des effets sur nous, enfin par ricochet. Je pense comme c'est une expérience vraiment intime avec la langue, et que c'est aussi une occasion d'aller jusqu'au bout de certains questionnements. Enfin, c'est-à-dire quand on se questionne sur est-ce qu'on veut faire une carrière artistique, quelle qu'elle soit, que ce soit écrire, être acteur, je ne sais pas, enfin, n'importe quoi d'autre. Enfin, c'est vrai que c'est un lieu où peut-être on va tellement réfléchir certes aux mots, à la langue et à leurs diverses expressions, mais aussi aussi beaucoup, comme le disait Marine, enfin, à la vie, au monde, enfin, tout ce qui donne lieu finalement à la production d'œuvres. Je pense qu'arriver au terme de cette traversée, la plupart des jeunes nous le disent, sont transformés, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais ont vraiment peut-être pu se rapprocher de ce qu'ils sont, de ce qu'ils veulent. Alors, j'ai pas mal discuté avec les jeunes de la dernière promotion lors de notre dernière séance. Et j'avais l'impression que ça avait eu un effet, oui, peut-être sur leur
leur choix d'orientation. Je ne sais pas, c'était venu conforter certaines de leurs intuitions. C'était venu mettre en question des certitudes. Des fois, en toute honnêteté, je ne sais pas si c'est pour le meilleur ou pour le pire. Je ne sais pas. Le but pour nous n'est pas de les orienter vers quoi que ce soit, en tout cas, n'est pas d'infléchir leur parcours, c'est d'ouvrir quelque chose, d'ouvrir un espace. Bon, après, ils en font vraiment ce qu'ils veulent, mais peut-être que là, des jeunes qui ont participé pourraient prendre la parole, peut-être pour dire en quoi ça a pu avoir un effet. Je me permets, hein. Je peux peut-être répondre à cette question. Présente-toi, Jeanne, peut-être. Présente-toi alors, en précisant l'année à laquelle ok. tu as suivi le bureau des jeunes lecteurs. Alors, du coup, moi, je suis Jeanne Guilleneau-Bretière. J'ai suivi le bureau des jeunes lecteurs pendant l'année 2019-2020 et l'année 2020-2021, parce que du coup, il y a eu le Covid qui est passé. Et pour répondre à cette question, moi, l'écriture, c'est quelque chose qui a plus ou moins toujours fait partie de ma vie, dans le sens où j'ai commencé à écrire dès que j'ai appris. Le bureau m'a confortée dans l'idée que je pouvais en faire quelque chose. Et aujourd'hui, j'ai écrit là, je vais être publiée dans un magazine littéraire. Mais j'ai aussi écrit pour des artistes, voilà, parce que je me suis dit que ça pouvait vraiment être un moyen de partager des mots, de partager ce qu'on ressent. Et je trouve que c'est hyper important. Et je pense que si le bureau des lecteurs n'était pas passé par là, je ne me serais jamais dit ça, en fait. Donc voilà, c'est ce que je peux dire. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y en a d'autres qui ont d'autres expériences, mais moi, c'est la mienne, en tout cas. Voilà. Je voudrais juste merci Jeanne, vous donner une précision, c'est qu'on n'a pas donc que des jeunes qui se destinent à un parcours artistique. Cette année, on avait une jeune femme vétérinaire, on a eu des médecins, enfin, il y a pas que, là je suis en train de faire tous les scientifiques, on a eu des élèves ingénieurs, on a eu des élèves en bac pro électronique, on a eu, enfin, et ceux-là, parfois, restent tout à fait dans le sillage de ce qu'ils avaient prévu de faire. Mais je pense avec juste un enrichissement, j'espère, ou quelque chose qui a un peu approfondi leur rapport aux choses et qui leur permet de continuer dans leur centre aussi en étant renforcés, parce qu'en étant capable de s'ouvrir sur beaucoup d'autres choses. Voilà, c'était juste parce que peut-être que ceux qui sont là aujourd'hui sont tous artistes, je ne sais pas, mais dans quel cas ce ne serait pas forcément très révélateur. Bonjour, du coup, moi je prends la parole après Jeanne. Je m'appelle Julie, pardon. Je fais partie du bureau de cette année avec Amélie et Corentin qui sont également dans le groupe. Moi, je pense que ça a eu une influence très très forte sur la manière dont j'envisageais mon futur, puisque de base j'étais dans une école pour faire du journalisme que j'ai arrêté pour pouvoir participer au bureau, normalement en césure pour pouvoir repartir là-dessus l'année prochaine. Et plus qu'une démarche artistique qui va avoir maintenant une place importante dans ma vie, ça m'a aussi donné envie de communiquer sur le théâtre et du coup transmettre un peu de mon amour du théâtre. Et c'est ce qu'on fait aussi beaucoup au bureau et on n'en avait pas trop parlé, mais la plupart de nos interactions, nous en tant que groupe de jeunes, c'est aussi de beaucoup, beaucoup, beaucoup discuter. Et on se retrouve avec des personnes qui ont des points de vue sur le théâtre qui sont totalement différents des nôtres parce que on ne vient pas des mêmes endroits, on n'a pas vu les mêmes spectacles, on ne les aborde pas avec la même affinité. Et je pense que c'est aussi ça que, pour moi en tout cas, ça a changé dans ce que je vais faire plus tard de ma vie par rapport au théâtre. C'est parce que je pense que maintenant, j'ai aussi plus cette envie de transmettre ce que j'aime du théâtre, ce que j'ai appris des mots, tout ce dont on a pu discuter cette année pour le faire partager au plus grand nombre. Et surtout, moi, je viens de loin, donc peut-être
retourner dans ma campagne, en parler un petit peu aussi. Et l'année prochaine, je pars à Madrid justement pour pouvoir, pour travailler dans une association où je vais faire du théâtre avec des jeunes expatriés à Madrid et pour un peu discuter de tout ça aussi. Donc ça a beaucoup changé de mon point de vue personnel sur ma manière d'appréhender ma vie et d'appréhender mon futur. Voilà. Merci Julie. Peut-être Chloé ou Amélie ou Corentin, vous voulez partager votre expérience? Ah, Chloé. Bonjour. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu, je crois. Ouais, C'est un grand plaisir. Oui, donc moi je suis Chloé Grenostage et j'ai fait partie du tout premier bureau donc en 2018. Et c'est une expérience donc déjà c'était une époque où il n'y avait pas encore de Covid, donc c'est clair que par rapport à la façon dont le bureau se mettait en place et où ça se passait, je pense qu'on a eu beaucoup moins de difficultés que vous après. Mais en tous les cas, même 4 ans après, je sais que le bureau, ça reste vraiment une des expériences qui a été le plus importante pour moi vis-à-vis de l'écriture. Comme Jeanne, que je n'ai pas connue directement, mais bonjour aussi, j'avais un profil de quelqu'un qui écrivait déjà beaucoup avant, qui écrivait beaucoup pour moi avant de rentrer dans le bureau. Et en fait, quand je l'ai intégré, je venais de sortir de classe préparatoire littéraire, donc j'avais un parcours très littéraire. Mais quand je suis arrivée, j'arrivais plus à écrire en fait, parce qu'un passage parfois dans des grandes études littéraires, ça fait douter de ce qu'on écrit de façon un peu idiote parfois. On peut se dire, ouais, mais les gens écrivent des choses incroyables et qu'est-ce que je suis moi à côté? Enfin, je sais que j'étais dans une grosse période de remise en question. Et en fait, le bureau, le fait d'étudier à la fois des textes classiques, des textes contemporains, le fait de s'écouter les uns les autres avec nos sensibilités, le fait aussi de faire appel à de la poésie, qui était une écriture que moi je pratiquais pas du tout. En fait, je trouve que ça lisse beaucoup les choses et ça reconnecte beaucoup aussi à l'intime et en fait à son rapport à soi vis-à-vis de l'écriture. Et je sais que ça m'a complètement débloquée, parce que quand je suis arrivée, j'arrivais quasiment plus à écrire. Et quand je suis sortie du bureau, j'ai réussi à commencer à écrire un roman que j'avais en projet depuis des années, que j'ai réussi à finir entre-temps, et où je travaille sur la suite actuellement. Mais en fait, en termes d'orientation, là actuellement, donc, j'ai fait des études de communication, donc moins littéraire. Je sens aujourd'hui que la littérature, ça me manque et je continue à écrire. Et je sais que même d'un point de vue professionnel, le fait d'écrire, le fait d'être autrice, je le considère vraiment, en fait, sans forcément en faire mon activité professionnelle, mais c'est que je sais que fondamentalement, dans ce que je suis autrice. Et le bureau, il a carrément contribué à ça, en fait. Et ça m'a fait énormément de bien, donc je peux que le recommander. Si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire. Donc, enchantée, moi je suis de la promo de cette année, je m'appelle Amélie. Et c'est intéressant ce que tu dis sur l'écriture parce que c'est vrai que j'ai eu aussi un petit peu la même expérience que toi par rapport au rapport à l'écriture, dans le sens où j'écrivais pas du tout, pas par manque d'envie, mais parce que je me surveillais beaucoup en fait. Je scrutais chacune de mes phrases et c'est un blocage qui a complètement disparu. Après, moi, l'écriture, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais continuer énormément, mais je sais que j'aime en faire, que j'aime pouvoir en faire, avoir la possibilité d'en faire. Et pour ce qui est de l'orientation, pour répondre à ta question, Anne, ça l'a conforté. Ça l'a pas changé, mais ça l'a conforté parce que quand je suis rentrée cette année, je faisais de la traduction et du théâtre. Là, en ressortant, je fais de la traduction et du théâtre. Mais en étant plus sûre que jamais que c'est vraiment ce que je veux faire. Enfin, je veux dire, passer comme ça une année à aller voir aussi pièce sur pièce, à être dedans, à écrire, à réfléchir, à lire des pièces, à être dans cette ébullition constante, ça, ça arrête pardon, certaines choses. Voilà, ça confirme certaines choses sur soi, ça peut en débloquer certaines, comme pour l'écriture, et ça en ouvre vraiment d'autres. Voilà.
Bonjour Adèle, Séverine, Marine. Oui, je prendrai brièvement la parole juste pour dire, pour rebondir sur ce qu'a dit Amélie, parce que ça n'a pas modifié ni mes projets professionnels, ni mon affect pour les mots. Ça n'a fait que le renforcer, bien évidemment. Je dirais que, notamment pour ce qui est des ateliers d'écriture, ça a été un terrain d'exploration et de liberté tel que je comprends ce sentiment de renforcement, je comprends ce sentiment euh, de confiance en soi, en tout cas dans l'écriture, que certains ont pu ressentir parce que je l'ai partagé avec eux aussi. Et bien que l'écriture faisait partie de ma vie de manière un peu aléatoire et un peu personnelle pour le plaisir, aujourd'hui, je me sens plus légitime d'apporter une écriture sur une scène personnelle et surtout sans avoir à respecter certains carcans que tu évoquais, Séverine, par exemple, plus tôt. Voilà, ça m'a beaucoup encouragé et oui, je recommande cette expérience à tous, vraiment. Moi, j'aimerais répondre par un pas de côté à la question d'Anne qui portait sur les effets produits d'une certaine façon de cette expérience sur les jeunes. Ce que j'aimerais dire, moi, c'est les effets que produisent ce groupe dans une maison telle que la Comédie Française. En somme, cette expérience, elle a un effet qu'on peut voir chez les jeunes, dont ils ont parlé et sur lesquels je ne reviendrai pas. En revanche, je voudrais vraiment évoquer le bienfait que produit ce groupe dans l'histoire de cette maison. Pourquoi? Parce que, d'une certaine façon, on a des jeunes en résidence. Alors, souvent, dans les théâtres, dans les CDN, dans les scènes conventionnées, vous avez des artistes en résidence. Alors, je ne dirais pas qu'on a de jeunes artistes en résidence parce que l'avenir nous dira si ces jeunes ont choisi des carrières artistiques. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a des jeunes en résidence. Et c'est fou ce que ça fait du bien à cette maison qu'est la Comédie Française parce qu'on a cette présence, comme le disait Adèle il y a quelques minutes, sur quasiment toutes les créations de la Comédie Française. Donc, on a un groupe qui, de spectacle en spectacle, fait une espèce de fil conducteur tout au long de l'année au niveau de la programmation. Et ça, c'est passionnant d'avoir un même groupe de jeunes qui va tout voir et sont les seuls à pouvoir se permettre ce luxe d'une certaine façon de voir une programmation entière d'une maison. Et Dieu sait, comme à la Comédie Française, on a de nombreux spectacles puisque on a quasiment entre 25 et 30 créations par an. Si je compte les spectacles, les théâtres à la table, les bureaux des lecteurs, les programmations de lecture, enfin, on a une programmation qui est extrêmement dense. Et puis de savoir que des jeunes travaillent aux côtés d'une poète toujours à la coupole, c'est-à-dire tout en haut de notre théâtre, au-dessus de la cage de scène, on a une quinzaine de jeunes qui sont là de mercredi soir par mois, en gros un samedi tous les 1 mois et demi. Ça, c'est jubilatoire de savoir ces jeunes présents parce que d'une certaine façon, c'est un peu notre lumière, c'est-à-dire que voilà, on sait qu'on les retrouve, les comédiens de la troupe savent qu'ils sont là. On sait où ils sont, en coupole, la plupart du temps. Et je pense pouvoir dire, si Eric Ruff était présent, sans doute le dirait-il mieux que moi, mais c'est un peu notre phare, c'est-à-dire que voilà, on sait pour qui... on sait pour qui on travaille, c'est-à-dire la jeunesse, ils assurent une forme de renouvellement, ils nous apportent leur regard, ils nous apportent aussi parfois leur mécontentement. Enfin, c'est une vraie chance pour la Comédie Française
d'être le lieu d'accueil d'un tel laboratoire. Voilà. Oui, il y a vraiment cette idée-là, Marine, de legs, en fait, je pense qu'il est cher à Éric Ruff aussi. Il y a ce cadre inouï dont on dispose. Enfin, pour le coup, moi, en tant que poète, je fais beaucoup d'ateliers ailleurs. Et là, je dois dire que les ateliers à la Coupole, dans ce lieu où se trament à chaque étage des choses qu'on ne comprend pas toujours, c'est complètement à part. C'est une chance incroyable de faire ça là. Et comme tu dis, surtout, c'est très important pour nous de pouvoir recevoir ce qu'apporte le groupe. Souvent, Marine, quand on choisit, enfin, c'est essentiel, on les choisit ensemble, les pièces, mais sur proposition de Laurent, on va être d'accord ou pas d'accord avec des choix de pièces et on arrête des décisions. Et Marine me dit, à chaque fois, hein, tu me dis ça, mais je me demande ce qu'ils vont penser de cette pièce, ce que les jeunes font penser de cette pièce. C'est-à-dire que des pièces qui peuvent avoir été lues, relues, re-relues, qu'on connaît bien, ou cette idée commence à être reçue par cette génération, par les uns et les autres. C'est toujours pour nous une sorte de... On a un appétit sans limite, en fait, pour ça, de se dire à chaque fois, mais comment eux, de leur point de vue, vont et ils nous font des retours incroyables. C'est-à-dire, on est parfois très surpris de la réception ou de la non-réception de texte. Et pour nous, c'est extrêmement riche d'avoir aussi ce retour-là. Parce qu'on est surpris. Parce qu'en fait, voilà, ça donne lieu à de l'étonnement. Et bon, ça, c'est déjà beaucoup. Pardon. Bah déjà, c'est drôle parce que je connais Amélie, on était dans le même lycée. Et donc, voilà. Ce que je voulais dire, oui, il y a eu plein de choses depuis que j'ai posé ma question, mais c'était juste pour savoir un peu le lien qu'il y avait entre les différentes promotions du bureau. Voilà. Peut-être que c'est d'ailleurs davantage les anciens qui pourraient répondre. Voilà. À ma connaissance, je ne sais pas s'il y a beaucoup de passerelles d'une promotion entre guillemets à l'autre ou d'une année sur l'autre, si ce n'est que parfois on reçoit des candidats qui nous disent « Ah, je suis une amie de un tel ou une telle qui était là ». Donc on sent que l'info circule, que parfois les participants peuvent en parler à leurs amis, à leur cercle d'amis. C'est un an, c'est court, il n'y a pas de chevauchement, c'est pas effectivement comme des parcours sur 2 ou 3 ans où il y en a en première année, il y en a en deuxième année. Non. Là, c'est vrai que la promo, j'appelle ça promo, je ne sais pas comment appeler ça, le wagon, je sais pas, arrive et fait la saison et puis repart. C'est à la fois rapide, c'est un passage. Je ne sais pas, ceux qui sont là, peut-être s'il y en a qui ont eu l'occasion de... Là, je vois qu'ils s'écrivent mutuellement, même si oui, jeune. Même année, voilà, je sais pas moi, je peux me permettre, du coup, on a rencontré je crois qu'on a rencontré le bureau de l'année de Gênes pendant la représentation du Tartuffe. On a un peu discuté avec eux et des fois, on les croise à la sortie de certains spectacles auxquels ils sont invités aussi. Et c'est toujours très marrant parce qu'on se reconnaît entre nous en 2 générations. Toujours un groupe de 10-15 qui discutent à la fin des spectacles. Donc, je pense que c'est le seul lien qu'on a eu avec eux, mis à part du coup la restitution qu'on va avoir cette année. Mais je pense que c'est pas du tout impossible de nouer des liens avec les années précédentes. Et au contraire, je pense qu'on vit aussi au rythme d'une programmation, ce que tu disais, Marine, tout à l'heure. Et donc, rencontrer des gens qui ont une expérience vraiment totalement différente de nous, même en suivant les mêmes ateliers, parce que de fait, ils n'ont pas travaillé sur les mêmes choses. C'est aussi super intéressant de confronter tous ces points de vue-là. Et d'ailleurs, quand on était sortis du Tartuffe, ils ne pensaient pas du tout la même chose que nous parce qu'on n'avait pas cette même affinité-là avec le texte ou avec la représentation. Pour certains d'entre nous, c'est la première fois qu'on voyait du Ivo Vaneuve, par exemple, eux moins, donc c'était super rigolo. Donc je pense que les frontières sont un peu poreuses entre nous, mais qu'on n'a pas l'occasion de se voir très régulièrement. Mais quand on se croise, c'est toujours très bien. Merci beaucoup. Mais c'est Inès, vous nous donnez
Jeanne, je te donne la parole. On fera en sorte, c'est une bonne idée de créer des liens entre les promotions et charge à nous d'imaginer quelque chose. Donc, je redonne la parole à Jeanne, pardon. C'est vrai qu'il n'y a pas tellement de relations entre les promotions, bien que moi, j'ai fait quand même partie de 2 promotions, ce qui fait que je crois que ça a quand même permis la rencontre de certaines personnes, le fait que des gens soient dans plusieurs promotions. En revanche, le bureau permet des rencontres formidables, que ça soit entre les gens du bureau, que ça soit avec vous, et que ça soit aussi avec les artistes que vous avez parfois invités. Et je trouve que la rencontre avec une certaine langue, par exemple, moi, il y a un des bureaux qui m'a bouleversée, c'était la traductrice de Shakespeare, je ne sais plus comment elle s'appelle. Dorothée Zunstein. Exactement, Dorothée Zunstein. Et vraiment, son travail m'a bouleversée. Et je trouve qu'au-delà des rencontres entre les promotions, vraiment, je trouve que ça permet des rencontres artistiques vraiment de dingue. Et ça, je trouve que c'est hyper précieux. Et je pense que juste pour ça, le bureau a sa raison d'être aussi pour ça. Donc voilà, c'était surtout pour dire ça. Voilà. Oui, alors moi je voulais savoir, si c'est une question peut-être un peu bête, mais je sais que ça dure 1 an, mais je voulais savoir si c'était à temps plein ou si ça avait lieu quel jour, du coup, le jeune bureau. Ouais, c'est très important comme question. J'aime bien savoir, en effet. Non, c'est pas du tout, c'est pas à temps plein du tout. Hein. La plupart des participants au bureau soit sont en train de faire des études, soit ont une activité professionnelle, voire les deux. Après, c'est quand même un engagement assez important sur l'emploi du temps en général, parce que les ateliers d'écriture, c'est 2 fois par mois. Les ateliers de dramaturgie, c'est un samedi toutes les 6 semaines, tous les 2 mois. Donc, on va dire, et puis surtout, ça se joue beaucoup sur la continuité. Si on participe au jeune bureau, on s'engage, en fait. On s'engage auprès de bien sûr. et moi et auprès de tous les autres. Donc, c'est vrai que nous, on est assez attentif à la présence sur la durée. Il a pu nous arriver d'être très déçus par... c'est rare, mais je veux dire, voilà, si quelqu'un vient de manière un peu en pointillé ou... ça va pas, en fait. C'est pas possible. Oui. C'est-à-dire que soit on embarque, soit on n'embarque pas. Et ça n'est pas totalement... Ça n'est pas non plus... c'est pas comme un séminaire qui aurait lieu 1 fois par mois. C'est un engagement quand même important. Il y a la fréquence donc, des ateliers, il y a les pièces à aller voir. Alors, c'est pas une obligation, mais je veux dire, si on veut participer à tout, ça finit quand même par être long. Mais là, je vais plutôt laisser la parole à Adèle Marine en termes de temps que ça prend ou des retours que vous avez, vous, au niveau de l'organisation. La plupart des jeunes arrivent quand même à suivre, mais c'est pas... En gros, par an, on a 45 heures d'ateliers d'écriture, une trentaine d'heures d'ateliers de lecture, de comité dramaturgique, et une quinzaine d'heures d'ateliers de jeu, entre 15 et 20 heures. En gros, il faut se dire que c'est une centaine d'heures d'ateliers sans compter évidemment les spectacles. Donc, c'est un projet qui est assez généreux et qui prend du temps, et qui demande du temps. Voilà, je dirais plutôt ça, qui demande de la disponibilité. Donc, l'idée, c'est de ne pas avoir des parcours de vie à ce moment-là qui soient trop chargés parce que ça pourrait vous fragiliser ou bien ça vous conduirait à faire des choix qui seront peut-être douloureux. Donc peut-être attendre de pouvoir avoir ce temps à vous. D'accord. Non, mais c'était juste, pour savoir, en fait. C'était juste pour... mais là, vous avez bien répondu à mes questions, donc merci beaucoup. Ok.
Oui, c'était une question aussi plutôt pratique sur comment se déroulait, enfin, en quoi consistait la restitution de fin d'année, si c'était simplement des lectures de texte ou si c'était un peu plus théâtral. Alors, je ne dirais pas que c'est théâtral, mais en revanche, c'est vraiment une mise en voix, une mise en espace. Donc, avec quand même une intention dramaturgique. C'est pris en charge par un comédien ou une comédienne de la troupe. Donc, voilà, sans que ça soit on n'est pas on n'a pas écrit un texte dramatique, donc on n'est pas dans l'interprétation d'un texte, on n'est pas dans une représentation d'un texte dramatique, mais on est vraiment dans une incarnation de texte poétique qui est poussé jusqu'au bout, qui est une incarnation sur scène mise en place par un comédien. Donc, ça va du côté du théâtre, mais c'est pas exactement du théâtre pour autant. D'accord. Et du coup, c'est une restitution de texte poétique, mais aussi de théâtre ou de tout type de texte? C'est une restitution de textes qui ont été écrits au cours des ateliers. D'accord. Donc, les participants à l'atelier écrivent des textes pendant l'année et finissent par incarner leur propre texte sur scène. Mais pas la totalité de ce qui a été produit pendant l'année, parce que, comme on vous a dit, il y a beaucoup d'ateliers, donc en fait, on fait une sorte de choix, ça dépend d'année en année, je ne sais pas à l'avance ce qu'on va faire, mais on arrive à une matière textuelle dont les participants sont l'auteur et qu'ils vont eux-mêmes porter à la scène. D'accord. Et j'avais une dernière question par rapport, les ateliers j'ai vu sur la fiche descriptive de ce jeune bureau qu'il y avait des ateliers de jeu, mais du coup, c'est des ateliers de mise en voix, du coup, si j'ai bien compris. Et je vois à peu près en quoi ça consiste, mais du coup, si vous pouviez m'expliquer peut-être plus en détail. Ce que sont les ateliers de mise en voix ou les ateliers qu'on appelle jeux, on les appelle jeux? Oui. Marine, tu veux expliquer? Oui. L'idée, c'est d'avoir des approches très différentes. On commence par un atelier de jeu qui repose sur le groupe, dont le but est de fédérer un groupe. Et donc, il y a tout un travail sur l'énergie, la complémentarité pour arriver à une forme de confiance physique entre les différents jeunes. Ensuite, on a un atelier qui commence à reposer sur le texte, les textes écrits par les jeunes. Et souvent, c'est une demi-journée et on improvise. Hey, Laurent! Et on improvise à partir des textes écrits par les jeunes. Et il y a ensuite à peu près une quinzaine d'heures, les dernières séances, c'est l'orchestration de cette mise en voix et de cette mise en espace à la coupole par un comédien français. D'accord, très bien. Parce que Philibert, je te précisais que je ne sais pas quelle est la proportion, mais dans le groupe, il y a quelques comédiens, quelques jeunes comédiens, apprentis comédiens, et il y en a qui n'ont jamais fait de théâtre et qui sont très, très inhibés parfois dans juste lire à haute voix. Enfin voilà, il y a vraiment tout le panel. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas dans des ateliers de jeu, au sens où vous aviez peut-être compris que c'était le cas. Voilà. Moi-même, j'ai fait beaucoup de théâtre, mais je ne suis pas comédien. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Laurent Mulhausen. Pardon pour mon retard, excusez-moi, j'ai pas d'édition. Vous êtes tout excusé, cher Laurent. On te présente en quelques mots parce que tu vas pouvoir intégrer le fil de la conversation. Oui. Laurent, tu es conseiller littéraire dans cette maison. Oui. Tu présides également le bureau des lectures, dont on peut voir une partie du travail, la partie émergée de l'iceberg, 2 à 3 fois dans l'année au Studio Théâtre et au Vieux-Colombier à l'occasion de lectures faites par les comédiens de la troupe qui, pour un certain nombre, font partie également du bureau des lectures. Oui. Et tu animes aux côtés de Séverine Daucourt
une partie des ateliers, notamment les ateliers dramaturgiques. Peut-être peux-tu nous expliquer en quoi consistent des ateliers dramaturgiques? C'est quoi la dramaturgie et quel est l'enjeu de ces lectures collectives de pièces de théâtre? Oui. Alors, les ateliers de dramaturgie dans le cadre du Bureau des jeunes lecteurs-auteurs ont lieu 6 fois par saison. Il y a 6 rendez-vous, qui sont généralement des rendez-vous qui ont lieu le samedi après-midi, de 14 heures jusqu'à épuisement des troupes, disons, à défaut d'épuisement du sujet, qui est évidemment par définition toujours un peu inépuisable. Et qu'est-ce que c'est que des ateliers dramaturgiques? Eh bien, c'est aller au-delà de la lecture d'un texte de théâtre pour soi-même, parce qu'évidemment, la pratique première qu'on a d'un texte de théâtre, c'est d'avoir à portée de sa main un manuscrit ou une édition, un livre, et de lire le texte, c'est-à-dire d'avoir un rapport intime et souvent muet, parce que on lit pas forcément chez soi en s'exerçant à faire un gueuloir, c'est-à-dire en lisant toute une pièce à voix haute, comme ça, dans sa chambre, tout seul. On lit la pièce pour en prendre connaissance, etc. Donc, une partie de l'exercice de la dramaturgie consiste à aller au-delà, d'explorer un texte au-delà des mots. Alors, ça commence par, évidemment, une analyse de la pièce, de l'intrigue, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est, qui sont les protagonistes, et puis progressivement, à partir de ça c'est un volet qui ressemble un peu à une enquête policière, quoi, c'est-à-dire dans une pièce où sont les retournements de situation, quelles sont les ruptures de style, quand tout à coup on passe dans des pièces contemporaines, par exemple, de scènes plutôt dialoguées à des monologues intérieurs ou à des scènes où des personnages qu'on ne voit pas se mettent à parler, et puis où il peut même y avoir des substitutions de personnages. Enfin, c'est enquêter un petit peu sur la manière dont une pièce est construite. Et au-delà de ça, c'est en imaginer les prolongements. Se dire, tiens, comment est-ce que ça peut être dit, selon que je respecte la ponctuation, le poids de telle virgule de telle façon, le poids de tel point ou de point d'exclamation d'une telle autre, comment je peux moduler ce qu'un personnage dit en fonction de la façon dont on peut le dire, avec étonnement, avec tristesse, en fonction de ce qu'on perçoit de l'atmosphère d'une pièce ou d'une situation. C'est analyser ces pistes-là, c'est imaginer à quoi peuvent ressembler les personnages, c'est imaginer comment tout cela pourrait se matérialiser, dans quel décor on le verrait, dans quel habillage sonore, est-ce qu'on l'imaginerait sur un plateau, est-ce qu'on l'imaginerait dans une salle, c'est laisser son imagination, mais toujours en se référant à ce que le texte donne comme direction, en se référant toujours au texte. Il ne s'agit pas d'inventer n'importe quoi, jusqu'où un texte peut nous mener. Sur le plateau, comme ça, c'est imaginer ça. Et une fois qu'on a parlé de ça, c'est revenir au texte et puis le relire entre nous, à voix haute, distribuer
les personnages, commencer à lire un long monologue et voir comment ça résonne et comment ces images coïncident avec tout ce qu'on vient de dire finalement. Parce que ce travail sur l'imagination que soulève un texte, c'est exactement le travail que mène au départ un metteur en scène. Alors, il a parfois besoin d'un conseiller dramaturgique, de quelqu'un qui lui dit, ah là, tu vois, cette situation-là peut vouloir dire ceci, peut être alimentée par telle autre situation ou par tel contexte historique, etc. Ce qui va stimuler l'imagination du metteur en scène. Et voilà, c'est explorer tout ce qu'un texte dit avec les mots qui sont dans le texte et tout ce qu'il ne dit pas aussi, mais qui est quand même contenu entre les mots. Voilà, ça peut paraître un peu mystérieux, mais n'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez plus d'éclaircissement à ce sujet. Bonjour. Je vous remercie tout d'abord pour toutes vos interventions et surtout pour les jeunes qui ont participé au bureau des lecteurs les années précédentes, parce que, mine de rien, c'est des témoignages très intéressants pour se faire une idée de ce qui se passe. Ensuite, j'avais une question un petit peu plus pratique au niveau de tout ce qu'avait partagé Séverine. Je me demandais, quand vous parlez de l'intérêt pour le poète d'écrire en dehors des normes, entre guillemets, des cadres qu'on pose dans les différents genres littéraires, je m'intéresse particulièrement à l'écriture inclusive. Je sais que c'est un débat qui est très souvent soulevé par beaucoup de gens. Et je me demande ce que le bureau des lecteurs pense justement de ce type d'écriture. Est-ce que c'est une écriture qui vous intéresse? Est-ce que c'est quelque chose que vous acceptez au sein de ces ateliers? Ça me fait penser à une phrase, parce qu'il y a eu tout un débat à un moment donné avec Séverine, où vous disiez toute la question de comment est-ce qu'on fait du théâtre vivant dans une maison comme la Comédie Française, qui est quand même une maison mémoire. C'est ce qu'avait soulevé Eric Ruff un jour, que j'avais trouvé très beau comme phrase, parce que ça résume exactement la Comédie Française en une phrase finalement. Voilà, si vous avez des éléments de réponse. Enfin, je sais que ça s'intéresse plus à Séverine, mais j'écoute toute... Non, je pense que Laurent, Marine et Adèle... Oui, bien sûr. Je vous dis juste... tout à l'heure, on soulevait le fait qu'on est évidemment dans ces ateliers aussi complètement nourris de l'actualité, nourris de tout ce qui nous arrive du monde en rafale et parfois avec violence. Et évidemment que tout nous interroge, et plus particulièrement, moi en tout cas, ce qui touche à la langue m'interroge beaucoup. L'écriture inclusive, elle est évidemment la bienvenue en atelier. Moi, c'est une écriture que j'aurais tendance à défendre et à soutenir. Sauf qu'en fait, c'est une écriture qui ne cesse en littérature de me poser problème. C'est-à-dire que je me rends compte que c'est bien plus complexe quand on se met à travailler la langue d'un point de vue artistique. Cette contrainte-là m'emmène à des endroits, m'emmène à des impasses en fait. Donc je me retrouve constamment j'ai fait des tentatives, mais en fait je l'abandonne, mais je n'ai évidemment rien contre, et c'est très souvent au cœur des problématiques, hein, même ne serait-ce que la question de la féminisation, la question, enfin on parle de la langue dans ces ateliers, donc c'est forcément des thématiques récurrentes et des questions de toute façon qu'on se pose, et des questions qu'on accueille, et des pratiques qu'on accueille. Et je voyais une question, je ne sais pas si c'était les vôtres, j'avais juste parlé des langues, parce que même, bon, il y a l'écriture, il y a cette façon de s'approprier de la langue, ou de l'infléchir, ou de lui donner une direction en fonction de convictions, mais il y a aussi la porte qu'on ouvre sur même les autres langues, avec aussi leurs spécificités dans la question du genre, donc oui, on est tout à fait accueillant, avec toutes les réflexions qui prennent la langue aussi comme terrain d'engagement. Parce qu'effectivement, pour souligner, et je m'arrêterai là parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, ce que disait Laurent, qui était très intéressant par rapport à l'apport du metteur en scène sur le texte, puisqu'on se base finalement de ça.
ça me fait penser à l'écriture de Marie Dilasseur quand elle a monté Pentésilée Amazon Machine, qui est un texte en écriture inclusive où tout le monde se demandait mais est-ce que ça veut dire qu'elle va dire contenu E.S. Sur scène. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes troupes qui sont en train de monter le texte, qui ne l'ont pas monté de la façon dont elle l'a monté, qu'il y a même des élèves du CNSAD qui réfléchissent à la monter eux-mêmes. Et toutes ces questions-là, elles s'inscrivent exactement dans le processus que vous permettez aux jeunes bureaux des lecteurs, c'est-à-dire de passer de l'écriture du texte à l'imagination du texte, à la mise en voix du texte et au partage finalement et tout ce processus-là. C'est pour ça que je me disais, une question comme ça peut pas rester, non répondue pour vous. Et voilà. Mais alors, excusez-moi, j'ai une question à mon tour à vous poser. Quand vous dites que Marie Dilassère a monté son texte, vous faites référence à quelle production? Alors, très précisément, à celle de La Tempête. Oui, mais ce n'est pas une mise en scène de Marie Dilassère, c'est une mise en scène de Laetitia Guédon. Oui, et ça, pour rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, on a bien affaire à une collaboration, c'est-à-dire quasiment à une commande de Laetitia à Marie sur le thème de comment aborder le mythe de Pentésilée aujourd'hui, avec cette grosse figure tutélaire qui est la Pentésilée d'origine qui est allemande de Heinrich von Kleist, qui est un peu la référence dans ce domaine-là. Et Laetitia Guédon a elle-même fait, à partir du texte, il y a deux choses. Il y a le texte de Marie qui est publié, qu'on peut lire et qui est abordé. Et puis il y a il y a la vision qu'en offre Laetitia Guédon. Mais ce sont deux gestes évidemment heureusement complémentaires, parce qu'il y a une grande proximité, une grande affinité élective entre ces deux femmes. Mais je ne sais pas si Marie Dilassère aurait mis son texte en scène de cette façon-là. Voilà. D'où le fait que je trouve ça très intéressant, et je m'arrêterai, mais je ne peux pas ne pas vous répondre par rapport à ça, que vous précisiez qu'effectivement la collaboration se fait dans le sens que son choix à elle de ne pas mettre en scène elle-même son propre texte et d'en faire plutôt une collaboration avec quelqu'un en qui elle a confiance et dont c'est le métier effectivement de mettre en scène. Elle n'est pas metteur en scène, tout simplement. Oui, Marie Dilassère n'est pas metteur en scène, elle est autrice de théâtre. Mais c'est d'où la dualité, d'où la complexité entre guillemets et la multiforme de certaines personnes qui préfèrent dire j'écris pour le théâtre, d'autres personnes qui disent j'écrive, d'autres personnes qui disent je mets en scène et on peut faire beaucoup de choses dedans. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci Juliette pour votre question. Tout à l'heure, avant que tu n'arrives, Laurent, on a évoqué rapidement les textes qu'on lisait en comité de lecture, en atelier dramaturgique. Est-ce que tu pourrais revenir avec nous sur la diversité des textes qu'on lit et puis sur les invités aussi qui sont présents le samedi après-midi? Oui, alors quand on réfléchit au programme des 6 textes qu'on va présenter, sur lesquels plutôt des 12 textes sur lesquels on va travailler, puisqu'il y a 6 sessions avec en moyenne 12 textes, avec 2 textes à chaque fois. J'essaie de couvrir un spectre qui est le plus large possible en allant des écritures matricielles, je dirais, théâtrales matricielles, qui relèvent ça relève de la tragédie antique. Il nous est arrivé de travailler sur les suppliantes ou les Perses d'Échille. Dans ce cas-là, ce qui est intéressant, puisqu'on a affaire à des textes très anciens, c'est de réaliser à quel point la traduction est un art du présent. C'est-à-dire qu'on ne traduisait pas du tout les tragédies grecques de la même façon au milieu du XIXe siècle, quand on a commencé à redécouvrir ce répertoire-là à l'époque de l'hellénisme triomphant, que ce soit en Allemagne, en Angleterre ou en France, lorsque la Grèce a conquis son indépendance, etc. On ne traduisait pas du tout les tragédies grecques de la même façon qu'on les traduit aujourd'hui, par rapport à toute la sémantique
du grec ancien, de l'éventail de sens que peuvent avoir les mots, selon leur déclinaison, etc., etc. Du fait que la langue grecque, le grec ancien, offre justement un spectre de sens très très large. Donc, on peut explorer ça, par exemple. Ou alors, on va chercher le répertoire pré-molièresque, les comédies, la, 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 la première fois qu'on met la commedia dell'arte sur le papier. C'est-à-dire quand c'est plus que des trames d'improvisation, etc., et que des auteurs comme Ruzzante ou comme Goldoni, tout à coup, donnent à la commedia dell'arte le statut d'œuvre particulière, avec des œuvres particulières. On va explorer évidemment le répertoire classique, le répertoire d'œuvres qui sont, par exemple, qui font partie de la programmation. Ça, évidemment, on le disait tout à l'heure, on est dans un théâtre de répertoire, même si le répertoire inclut aussi l'arrivée de pièces contemporaines, puisque le répertoire se constitue évidemment en fonction de pièces qui arrivent et puis qui tout à coup restent. Il ne faut jamais oublier que quand Marivaux, quand Racine, quand Molière écrivaient leurs pièces, ils étaient des auteurs contemporains qui ne savaient pas du tout si leurs pièces allaient rester, allaient demeurer, allaient traverser les siècles, allaient devenir des classiques. Donc le répertoire se nourrit des pièces contemporaines. On explore des dramaturgies étrangères aussi pour voir comment, pour voir ailleurs si on y est, parce que c'est important d'aller voir ailleurs si on y est, comment des sujets peuvent être traités. Vous m'entendez toujours? Oui. Comment des sujets peuvent être traités dans d'autres cultures théâtrales, dans d'autres cultures littéraires également. On explore du répertoire contemporain, des autrices et des auteurs extraits qui viennent d'écrire leurs pièces, donc avec évidemment le regard souvent de jeunes auteurs, d'ailleurs, de jeunes autrices, ce qui permet d'ailleurs, j'essaie toujours de proposer un auteur ou une autrice qui soit un peu de la génération ou un peu plus âgée que la génération des lectrices et des lecteurs du bureau, parce que je pense que c'est important aussi d'explorer le répertoire, l'écriture de ses contemporains. Moi, quand j'ai commencé à lire et à traduire du théâtre contemporain, eh bien, les auteurs que je traduisais avaient mon âge, et ça change. Parce que la manière d'aborder, d'écrire, de voir le monde, et même de le transformer formellement en œuvre, n'est pas le même quand on est une génération qui a entièrement grandi avec Internet, par exemple, ou une génération comme la mienne qui pendant 25 ans, Internet n'existait pas. Donc, on était bien obligé de faire autrement. Ça, ce sont des choses importantes dont on tient compte, voilà, pour explorer les œuvres. Alors, quand c'est possible, par exemple, quand on travaille sur Échille et que par chance on a une nouvelle et splendide traduction par une traductrice encore en vie, et ben on l'invite pour qu'elle parle de son travail. Pareil pour si par exemple on étudie un texte de Calderon, pareil. Et ensuite on peut inviter aussi les metteurs en scène ou certains comédiens qui participent à la création ou à la reprise d'une œuvre qui est jouée sur le plateau et que nous, on va lire et étudier au bureau des jeunes lecteurs, auteurs, parce que justement, on aura son point de vue et son image de la pièce après la lecture, et qu'il est intéressant, puisque le théâtre est un art collectif, de confronter ça à la vision d'un metteur en scène ou d'un acteur qui parfois peut révéler des choses qu'on n'avait pas vues, pas soupçonnées. Et quand il s'agit d'auteurs contemporains, d'auteurs français ou francophones notamment, eh bien, on essaie d'inviter aussi les auteurs et les autrices pour qu'ils viennent vous rencontrer.
et échanger avec vous. En gros, voilà. Ce qui est important, Laurent, également, c'est que la Comédie Française offre à tous les jeunes du bureau des lecteurs, des jeunes lecteurs, les livres de manière à ce qu'à la fin d'une saison, chaque jeune se retrouve aussi propriétaire d'une petite bibliothèque. L'idée étant de lui donner envie ensuite d'aller soit en bibliothèque consulter des œuvres théâtrales et poétiques et romanesques et tout. Mais en tout cas, la matérialité du livre a une importance forte dans le rapport qu'on a à la lecture et à l'écriture. C'est ça, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, j'avais une question par rapport à cet échange. Ce que j'admire vraiment dans le bureau des jeunes lecteurs-auteurs, enfin le bureau des jeunes, bon, le nouveau nom, c'est ce dialogue constant et c'est vraiment ce que vous nous offrez qui est ce partage permanent. Et je me demandais quand même, même si on n'est pas sélectionné, on peut goûter à ce partage en ayant accès aux créations des anciens élèves ou des élèves de la promotion actuelle, parce que ça peut être très inspirant et parce que même si on n'est pas sélectionné, moi je serais ravie de voir ce qui est produit. Voilà, donc c'était ma question. Pour Marine plutôt, non? Séverine, tu veux prendre la parole? Juste dire que ce qui est produit en atelier d'écriture, c'est extrêmement dense, puisque chaque séance donne lieu à 18 textes dont on ne fait pas forcément quelque chose. La plupart resteront dans les carnets, ou je ne sais pas là où ils sont. Mais voilà, moi, je les récolte, mais en fait, ça impliquerait, si on voulait rendre visibles ces créations en atelier d'écriture de manière un peu systématique, ça impliquerait à chaque fois une mise en forme, une correction. On n'est pas forcément au stade de la publication pour tous les textes produits. Donc, c'est vrai qu'ils sont de fait pas accessibles, puisque non publiés, non prêts à l'être. Que les seuls qui sont prêts à l'être, c'est ceux qui sont publiés dans le livret et qui ne sont pas choisis parce que forcément c'est les meilleurs ou les plus intéressants qui sont choisis parce qu'on est obligé de faire un choix parce qu'on n'a pas justement le temps ni vocation d'ailleurs à tout publier, même si tout était formidable, ça serait un pan du travail qu'on ne pourrait pas assumer. Donc pour voir les choses, il y a les livrets des années précédentes, ça je vais laisser Marine en parler. Et puis les restitutions publiques qui restent à être données, je ne sais pas dans quelle mesure l'accès peut être ouvert. Marine, je te laisse en parler. Il y a plusieurs choses et c'est pour ça que ces universités théâtrales, elles ont un sens pour nous parce qu'elles nous demandent de nous poser de nouvelles questions auxquelles on n'avait jamais pensé. Les livrets sont téléchargeables sur le site internet de la Comédie Française, notamment le premier livret, et il y a également une vidéo de Séverine et Laurent en plein confinement. Ensuite, les lectures publiques, les restitutions ont lieu à la coupole de la Comédie Française et ne réunissent qu'une centaine de spectateurs. Et c'est vrai qu'on donne la priorité aux invités des jeunes. Et donc, on ne peut pas le rendre public à tous et toutes. On le regrette, mais pour le moment, c'en est ainsi. Il n'empêche que pour ce qui est des écrits, là, on a édité deux livrets, celui de l'année dernière et celui de cette année, dont les versions seront disponibles en PDF et téléchargeables sur le site internet de la Comédie Française. Dire également qu'on mettra en ligne les textes sélectionnés, les textes théâtraux sélectionnés les années précédentes pour vous donner une idée aussi de la création contemporaine et des textes
que les jeunes ont pu lire sur les 4 promotions depuis 2018. Donc ça, on s'engage à le faire, ce sera intéressant. Je pense même à des enseignants, des enseignantes qui seraient intéressées par le théâtre contemporain en lien avec le théâtre classique français et traduit de l'étranger. Ça peut être intéressant d'avoir à chaque fois une sélection de 12 textes. Évidemment, ce n'est pas exhaustif. Évidemment, il y a toujours à redire, mais c'est une sélection qui est faite à un instant. Donc ça, on le mettra en ligne, Félicité, bien sûr. Mais en tout cas, merci beaucoup. Enfin, je me permets une autre petite question. C'est en fait, je suis ravie de découvrir tout ce qui... de découvrir plus sur cette formation parce que c'est vrai que moi, j'ai eu très peu d'informations. C'est une de mes professeurs qui m'a dit il faut à tout prix que tu candidates à ce programme et je me suis renseignée et je vous avoue que je suis ravie d'avoir plus, de découvrir plus, mais je voulais savoir si au point de vue justement de l'investissement et du programme dans l'année, enfin c'est peut-être une question par rapport aux anciens participants, mais qu'est-ce qu'ils faisaient comme formation à côté ou dans quelle mesure ils arrivaient à gérer les deux? Parce qu'on a déjà posé la question, mais c'était plutôt pour savoir qu'est-ce qui était envisageable comme niveau horaire ou vous voyez comme vous parlez d'engagement. Je vais savoir dans quelle mesure dans quelle mesure il fallait faire des choix justement parce que on n'a pas envie de faire de choix, c'est ça qui est terrible. Ouais, peut-être je peux donner mon petit point de vue là-dessus, si vous voulez, Marine ou Adèle. Si la vie est tragique, c'est pas seulement parce qu'à la fin on meurt tous, c'est aussi parce que dans la vie il faut faire des choix. Et ça, c'est véritablement quelque chose qu'on a du mal à faire, notamment, je pense, quand on a vos âges. Mais ce qu'on peut dire, c'est que lorsqu'on fait un choix avec une certaine confiance dans le choix qu'on fait, c'est toujours payant. Alors, évidemment, je pense que Séverine pourra peut-être compléter, mais je pense qu'on est à peu près d'accord là-dessus. Je pense que nous, évidemment, on demande à ce que tout le monde soit là tout le temps. Évidemment, c'est très important. C'est très important par rapport à la cohérence du parcours, par rapport à la qualité de ce qui se produit, tout en ayant bien conscience que cela exige de renoncer à d'autres engagements. Donc, il faut véritablement bien peser cette chose-là et être au clair avec ça en arrivant au bureau des jeunes lecteurs, bien sûr. Et bien sûr, ça peut être un crève-cœur de renoncer à quelque chose, mais alors, soit cette chose à laquelle on renonce, on peut la reporter d'une année, soit on peut reporter sa candidature d'une année aussi au bureau des lecteurs. Quand on n'a pas 25 ans, quand on a 24, 23 ou 22, 21, 20, voilà. Sachant que l'âge limite, c'est 25. Mais évidemment, voilà, c'est comme quand vous avez 2 formations tout à coup après la fac et que vous ne savez pas laquelle prendre, s'il y a votre instinct qui vous guide aussi. Hein. Je me permets excusez-moi, je me permets juste de rectifier ma question. Moi, c'était plutôt par curiosité de savoir ce que les anciens participants faisaient comme études à côté du programme. Mais, très variable. Je crois que Chloé voulait répondre à cette question. Je crois qu'elle est parce que j'ai conscience que c'est un engagement et là, j'ai aucun doute sur le fait que ce soit un choix affirmé. Et, bon, si vous voulez, je peux répondre. Alors moi, quand j'ai fait le bureau, j'étais
j'étais au CELSA, donc une école de communication, et c'était quand j'étais, je crois, en Master 1. Et c'est vrai que c'était une question que je m'étais posée quand j'avais candidaté, c'était est-ce que c'est faire des études post-bac, en gros, est-ce que c'est compatible en termes de volume horaire et tout. Je sais que pendant la première année, en 2018, il y avait quelqu'un dans notre promo qui avait intégré le bureau, qui était en classe préparatoire et qui est parti du bureau ensuite parce que ça représentait trop de travail. Donc là, comme Laurent le disait, il a fallu faire un choix entre d'un côté les études et de l'autre côté cette occasion du bureau. Dans mon cas, ça a été tout à fait compatible en fait au niveau des cours parce que en fait pendant le week-end c'est les ateliers plutôt orientés sur la lecture, donc le week-end dans tous les cas j'étais disponible et par contre en semaine c'était je crois les mercredis soirs me semble-t-il qu'on avait nos ateliers d'écriture et c'était vers 18h, 18h30 et autant vis-à-vis de mon école c'était possible, autant j'étais en stage à un moment, mon employeur m'a dit à la Comédie Française, honnêtement ce serait trop bête de ne pas tenter sa chance en se disant ouais peut-être que mon emploi du temps va pas tout à fait correspondre, faut équilibrer c'est sûr, mais en tous les cas dans mon cas et dans le cas de beaucoup d'entre nous ça s'est très bien passé. Merci, Chloé. Ce qui est évident, c'est que on a eu soit effectivement des élèves de classe préparatoire, par exemple, ou des personnes qui passent des concours très sélectifs. Là, c'est vraiment un peu... Ouais, c'est un peu difficile de mener tout de front. J'ai l'impression qu'avec un cursus à la fac, à condition de ne pas avoir 3 jobs à côté, ça peut être jouable, mais c'est pareil, oui, il y en a qui jonglent avec aussi un travail à côté de la fac, à côté. Et bon, on a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, mais c'est un engagement. Marine vous a dit le volume horaire et tout ça, donc c'est pas du tout, c'est pas léger, même si c'est pas un plein temps, c'est pas léger. Il ne faut pas être trop gourmand non plus parce que on se retrouve vite quand même coincé. Je ne vais pas forcément parler en mon nom parce que je fais un master de recherche en littérature qui me permet d'avoir des horaires assez flexibles puisque la recherche, on est un peu seul avec nous-mêmes. Mais en revanche, je vais parler pour mes copains cette année au bureau. On a un bureau qui était très hétérogène en termes d'études et d'activités à côté, et dont notamment des personnes qui travaillent, qui sont traducteurs ou qui travaillent dans la restauration, ou des personnes qui font, comme on disait tout à l'heure, plus des études de médecine, des études vétérinaires, et ils arrivent quand même à être présents et du moins à participer activement à la vie du bureau. S'ils ne sont pas forcément présents dans les ateliers, on leur donne quand même des comptes rendus de ce qu'on a fait ou on les intègre. Donc je pense que par rapport à ça, c'est quand même assez jouable. Et après, je reviens un peu sur ce que vous disiez, dans le sens où oui, effectivement, il faut faire des choix, mais le bureau nous permet quand même de se nourrir en fait de ce qu'on est en train de faire pour notre vie à côté. C'est pas soit l'un ou soit l'autre. Et il y a beaucoup de passerelles qui peuvent se faire, surtout si on aime le théâtre, les arts en règle générale. C'est pas chronophage dans ce sens-là. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, juste parce que vous avez précisé qu'on pouvait reporter sa candidature, admettons qu'on soit accepté, on peut demander à décaler d'1 an son entrée, par exemple, ou... Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si c'est... Non, il faudra se représenter. Il faudra se représenter, d'accord, oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup pour votre temps et pour toutes ces informations. Non, bonjour et à toutes et à tous et merci pour votre disponibilité et vos explications. J'avais effectivement une question un peu plus précise et une autre un peu plus générale. La première, vous parliez avant de génération contemporaine, etc. Est-ce qu'il vous arrive du coup de chercher aussi du côté des adaptations audiovisuelles parfois ou dans les scénarios? Et puis ensuite, la question un peu plus générale. Dans votre appel à candidature, vous parlez de l'aide de motivation qui rendra compte de l'intérêt pour la lecture et l'écriture, et je voulais savoir ce que vous entendiez exactement par là. Merci beaucoup.
Alors, sur les adaptations et les scénarios, ça dépend. Je vous donne un exemple très concret qui regroupait plusieurs axes d'ailleurs. Nous avons commencé l'année 2021-2022 avec le texte, le scénario de 5 épisodes pour la télé que Fassbinder avait tourné dans les années 70 pour la télé allemande. Donc, c'était véritablement des scénarios de séries télé, mais ce n'était pas des scénarios de séries télé de quelqu'un qui n'était que cinéaste. C'était Fassbinder, donc, qui était aussi auteur de théâtre, qui avait des liens étroits avec le théâtre, dont l'écriture pour le film est extrêmement teintée de toute l'expérience qu'il a pu avoir avec le théâtre tout en faisant du cinéma. Voilà, ça répond en partie à votre question. Il n'y a pas vraiment de critères, mais ou alors on pourra par exemple travailler sur un scénario de film si tout à coup ça sert de base à un spectacle sur scène, au théâtre. C'est-à-dire le passage, ce qui se fait beaucoup en ce moment, on prend des scénarios de films, on prend des romans et on les met sur le plateau. Il faut que ça ait un intérêt littéraire. Ça, c'est évident. Voilà. Et la deuxième question, je ne sais plus ce que c'était. Sur la lettre de motivation. Je trouve que c'est une vraie question. Enfin, Là, répondez, non, Séverine, Laurent, parce que je trouve que c'est important. Oui, moi, alors, ouais, Séverine. Pardon, je sais pas. Nous, je ne sais pas ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est peut-être d'avoir accès, par l'intermédiaire de cette lettre, à votre point de vue dans sa singularité, justement. Enfin, c'est que vous saisissiez de ces quelques mots. C'est quoi d'ailleurs rendre compte de votre intérêt pour la lecture et l'écriture. On vous demande en fait de nous parler de votre rapport aux mots, en le liant avec votre parcours, avec votre histoire, avec vos envies. Enfin, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de canevas précis attendu. C'est justement l'originalité peut-être de votre angle d'attaque qui va nous intéresser. Mais en gros, parlez-nous de votre rapport aux mots, à la lecture, à l'écriture, de manière la plus personnelle possible. Ce n'est pas une lettre de motivation, justement, comme on peut être habituellement amené à en faire. Elle peut être... voilà. Ne soyez pas non plus forcément trop long, c'est-à-dire que... Voilà. Il faut avoir... le côté lettre de motivation, ça va être qu'il faut avoir quand même un esprit de synthèse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas lire des grands projets personnels, mais on a envie quand même que s'y injecte suffisamment d'originalité et de singularité pour être étonné, surpris et avoir envie de vous rencontrer. On n'a pas d'attente particulière. Ce n'est pas des entretiens d'embauche. Je n'ai rien à ajouter à cela. Tout est dit. Moi, je voudrais insister, même si ça ne va pas forcément nous rendre service, parce que j'imagine que certaines ou certains présents qui nous ont déjà adressé des courriers seraient susceptibles de nous renvoyer des lettres de motivation avec le CV. La porte d'entrée qui nous permettra de nous ouvrir à vous, c'est cette lettre. Ça veut dire qu'il faut que vous mettiez un peu du vôtre. Alors, ce n'est pas du tout en étant lyrique, forcément, ou en faisant pleurer dans les chaumières, mais c'est en étant sincère par rapport à votre rapport à la langue, à la lecture, à l'écriture, mais d'une certaine façon, j'aurais tendance à vous dire, donnez-vous un peu de mal, parce que nous, qui avons reçu déjà beaucoup de courriers, je suis parfois un peu étonnée
par la sécheresse des lettres de motivation qui confondent la candidature pour une embauche à une aventure littéraire telle que le Jeune Bureau. Comme le disait Séverine, ce n'est pas une lettre de motivation, ce n'est pas un entretien d'embauche. Donc, il faut mettre du vôtre. Et je le dis à toutes et tous, faut prendre du temps et pour trouver les mots justes, eh bien, il faut être sincère et assez avoir une forme de transparence. Alors, qui ne s'étale pas sur des dizaines de pages, mais voilà, il faut qu'on ait un peu accès à vous-même. Je trouve que c'est important de le redire. Parce qu'il peut y avoir des CV super, mais des lettres de motivation qui sont tellement laconiques et tellement lettres d'embauche que, en fait, on passe à côté de vous. Oui, puis il ne s'agit pas de briller ou ce mot de sincérité, c'est vraiment celui qui est le plus juste. Il ne s'agit pas non plus de nous dire que vous aimez lire, écrire et aller au théâtre, parce qu'on le sait. Si vous êtes candidat, on le sait. Donc, c'est juste de dépasser un peu cette chose de surface pour nous dire pourquoi vous, enfin voilà. On ne cherche pas non plus des grands originaux, on cherche des gens normaux, très motivés. Donc voilà, soyez vous-même. Antoine, ça répond à votre question? Ça répond parfaitement à ma question. Merci beaucoup. Peut-être qu'on peut s'arrêter là. Vous remercier infiniment Séverine Daucourt, Laurent Mulaisen pour avoir accepté de participer à cette université théâtrale tournant autour du jeune bureau ou du bureau des jeunes lecteurs-auteurs. L'idée, c'était de répondre aux interrogations et puis de donner un éclairage en fin de saison, puisque là, on termine une nouvelle promotion et qu'on est... on est en plein dans les lettres de candidature, puisque je vous le rappelle, vous avez jusqu'au 22 juin minuit pour nous adresser sur l'adresse service.educatif@comédie sans accent-francaise sans cédille.org et votre CV et votre lettre de motivation. Parlez-en également autour de vous. L'idée de ce bureau, c'est aussi d'accueillir des jeunes qui ne se sentiraient pas forcément légitimes ou bien à leur place dans cette aventure, mais qui pour autant, parce que la lecture et parce que l'écriture sont des pratiques qui sont plutôt intimes, qui sont plutôt secrètes, eh bien parfois sont pas avouées, sont pas dites, sont pas rendues publiques. Parce que voilà, l'écriture et la lecture, surtout à vos âges, autour de la vingtaine, eh bien, c'est souvent des pratiques secrètes. Et l'idée là de ce jeune bureau, c'est de transformer ces pratiques secrètes, intimes, en des pratiques plus collectives, plus collégiales. Voilà. Donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous à des jeunes qui auraient en fait leur place dans cette aventure, au même titre que Chloé, au même titre que Jeanne, qu'Amélie, que Julie, que Corentin, notamment, qui ont pu prendre la parole au cours de cette université théâtrale. Et bien sûr, avec Adèle Castelin, sur l'adresse service.educatif, nous nous tenons à votre disposition pour répondre à des questions. Voilà. Séverine, Laurent, Adèle, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, nous attendons vos lettres ou de vous rencontrer si nous vous sélectionnons. On se réjouit à l'avance. Séverine? Oui, j'ai rien à ajouter. Je suis très, très contente de ces échanges parce que ça nous permet aussi, nous, de réfléchir aussi à ce qu'on fait. Merci beaucoup. Merci. Adèle, c'est bon? Oui, c'est tout bon. Et merci beaucoup aux anciens et à ceux de cette année pour leur temps précieux et leur retour.
Merci à tout le monde.